Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer cette actualité, on parle de diplomatie. Renforcer la coopération qui existe déjà entre Madagascar et l'Algérie et l'étendre dans plusieurs domaines, c'est ce qui a été mis en exergue lors de la rencontre entre le président de la République Ange Razouel et le nouvel ambassadeur de la République d'Algérie venu remettre ses lettres de créance ce matin à Yavlou. Les détails avec Judika Al-Ranjanirin et Andra Zarabi. Le nouvel ambassadeur résident de la République d'Algérie, Jaoud Malek, succède à Bafdal Mokadem, 5 mois après le départ de ce dernier de Madagascar. L'Algérie et Madagascar ont toujours travaillé ensemble et le moment est venu d'élargir la coopération, a déclaré le président de la République, Ange Razouel. Cela permettra de renforcer les relations commerciales et d'échanger des expériences dans les domaines de la technologie, des infrastructures, de la pêche et de l'hydrocarbure. Il existe déjà un lien historique entre les deux pays et la collaboration sera renforcée afin que les deux peuples en profitent. Je viens d'être reçu par monsieur le président de la République, Ange Razouel, à qui j'ai remis mes lettres de créance, m'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Madagascar. J'ai transmis à cette occasion les amitiés et les salutations chaleureuses et fraternelles de M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, à son frère, M. le président de la République, Ange Razouel. Comme vous le savez, l'Algérie et Madagascar sont liés par des liens d'amitié et de solidarité profondément ancrés dans l'histoire. Et nous avons souligné au cours de l'entretien que M. le Président m'a accordé la qualité de nos relations bilatérales et avons convenu par l'occasion de la nécessité de leur donner une nouvelle impulsion et de l'intérêt à asseoir une coopération diversifiée au bénéfice des deux pays et des deux peuples. Nous avons également abordé d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Algérie détient encore une partie de l'histoire de Madagascar. Après que la reine Ranaval III ait été exilée à Alger et que sa dépouille soit rapatriée à Madagascar en 1938, sa tombe existe toujours au cimetière Saint-Eugène d'Alger et reste la possession de Madagascar. Fait divers, un des Dahal qui a sauvagement tué un père de famille à Mavrav, Nafuktandabat Futsen, dans la commune de Bematazan, dimanche dernier, a été abattu par les éléments de la gendarmerie ce matin. Il avait entre les mains un fusil de chasse qu'il a utilisé lors de sa poursuite. Ces 4 complices sont toujours recherchés selon les informations fournies par le commandant de la gendarmerie nationale de la région de Bungulav, Secha Angianas et Anzara Zanarvelu. Ce matin vers 2 heures, les gendarmes étaient à la poursuite des Dahal impliqués dans le meurtre d'un père de famille et responsable de la blessure d'une mère de famille au marché d'Ambatfout, commune Bemataz à Natiromandid, dimanche dernier. La poursuite de ces Dahal a duré 3 heures. Vers 4 heures du matin, l'un des Dahal a été abattu lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Selon le commandant de la gendarmerie de Bungulav, il s'agit de l'homme qui est responsable du meurtre. Ces 4 complices ont pu s'enfuir et sont encore recherchés, mais ils ne pourront pas s'enfuir longtemps, soutient le commandant de la gendarmerie de Bungulav. Et toujours dans ce contexte, l'état-major mixte opérationnel et Mofar dans la région d'Antananarivo a tenu une réunion à Akadalalan à ce jour. Il s'agit d'une réunion d'échange, de coordination, mais surtout pour démontrer la fraternité au sein de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. À l'issue de cette réunion, de nouvelles résolutions seront prises afin d'améliorer la gestion de la sécurité, selon les explications du colonel Ranjan Arzon Najoslin, commandant du CIRGN Antananarivo.
Et on passe à présent aux actualités sociales. 60% des élèves de l'EPP d'Abanya-Laïtos ont été contraints d'abandonner l'école après le passage du cyclone Ana et les inondations à Antananarivo. Les raisons invoquées en étaient la détérioration, voire la perte de leurs fournitures scolaires. Cette situation a eu pour conséquence une baisse de niveau des élèves. Pour y remédier, une organisation non gouvernementale a fait don de kits scolaires pour les élèves, des matériels didactiques pour les enseignants et des sommes d'argent pour les parents. Détails sur les images de Sech Andjanab. Le PP d'Abanya-Laïtos a été utilisé en tant qu'abri temporaire pour les victimes du cyclone Ana et des inondations pendant 3 semaines. Par conséquent, les élèves du préscolaire jusqu'à la classe de 10e ont été contraints d'arrêter leurs cours. D'autre part, certains ont également été contraints d'abandonner faute de moyens. Les intempéries ont également détruit les maisons ou endommagé les biens de certaines familles. Même les fournitures scolaires n'ont pas été épargnées. Grâce à un partenariat de l'école avec une organisation non gouvernementale, les parents les plus nécessiteux ont reçu 100 000 arrières en échange des travaux d'entretien de l'école. Les élèves de leur côté ont bénéficié de kits scolaires et les enseignants de kits pour enseignants. Des événements similaires auront également lieu au sein des écoles primaires publiques de Maït, à la Sour, d'Ambouizaf et de Tanzumbato. Au total, 1800 élèves recevront des fournitures scolaires tandis que 200 familles bénéficieront de 100 000 arrières chacune. Et puis, environ 500 familles nécessiteuses issues de nombreuses églises d'Antananarivo ont reçu du riz, des légumineuses, des réchauds, des vaisselles, des couvertures, des vêtements, des ustensiles de cuisine et des fournitures scolaires de la part de l'ONG TETAC ou Tetkias Akis Christian. Ce don a été rendu possible grâce à un partenariat avec l'association chrétienne Samaritan's Purse en Caroline du Sud aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que l'ONG TAC et les enfants américains sont à l'origine de tels événements sociaux. Ils aident également les populations du Sud affectées par le Kéré en leur fournissant des semences telles que des maïs, des haricots et des lentilles, outre les aides d'urgence constituées de riz, de kubaïn et de caprins mâles et femelles. Ce projet social collabore également avec l'État malagasy, raison pour laquelle les aides qu'il importe sont exonérées de taxes. Toujours dans les actualités sociales, seul le prix du local n'est pas en hausse actuellement. La plupart des produits de première nécessité et les produits ménagers ont connu une hausse de 20 à 30% sur le marché. Une augmentation dont quelques commerçants n'arrivent pas à déterminer la raison, si d'autres disent que c'est à cause du contexte mondial actuel. De son côté, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation se concerte avec les associations œuvrant dans la protection des consommateurs pour trouver des solutions face à cette hausse. Cela fait plus d'une semaine, selon les commerçants que nous avions interviewés, que les prix des PPN ne cessent d'augmenter sur le marché. Les commerçants ignorent les raisons de cette hausse car cela provient des grossistes. Ce sont surtout des rumeurs qui courent comme quoi cela est dû au contexte mondial actuel. Seul le riz local est plus ou moins épargné par la hausse car il connaît une certaine stabilité. Le reste, comme l'huile, la farine, le sucre, les savons, les pâtes, les couches et bien d'autres ont connu une hausse, affirme Vohirn, un détaillant. Même les produits locaux aussi sont en hausse comme le savon et la farine. Cette dernière, dans la hausse, est difficile à maîtriser selon Vohirn, car en l'espace d'une semaine, le prix a augmenté 2 fois de suite, allant de 3 700 arrières à 3 800 arrières le kilo. Et les grossistes, à cause de cela, ne vendent plus de farine. Pour le savon, le nous par exemple, il était de 800 arrières à 2000 arrières actuellement. Si ce détaillant a remarqué cette hausse en une semaine, les plaintes sur cette hausse des prix ont déjà commencé depuis quelques semaines déjà, selon les associations des consommateurs. De ce fait, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation est en cours de recherche de solutions. Le ministre affirme qu'il réunira encore tous les acteurs de la chaîne de distribution avec les associations de protection des consommateurs pour cela. Hier déjà, il a rencontré toutes les associations œuvrant dans la protection de consommateurs au siège du ministère à Anoussi dans ce cadre.
culturel à présent, le dernier adieu à Radirsan Jean Clément, connu sous son nom d'artiste Kelly Radirsan, s'est tenu aujourd'hui à l'écart Saint-Jean-Baptiste à Faravoitch avant son inhumation à son caveau familial à Viliaz, Antakel Fieferen. De son vivant, Kelly Radirsan était un artiste complet, musicien, auteur, compositeur, ingénieur de son et fondateur du groupe Pupkins. Rappelons qu'il a rendu son dernier souffle le 19 mars dernier, à l'âge de 70 ans, à un tirabé, après avoir combattu la maladie d'Alzheimer depuis des années. Sa dernière montée sur scène date de 2017 et depuis, il a arrêté la musique à cause de son état de santé. L'équipe de Viva réitère ses condoléances à la famille et aux proches du défunt. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Une juge russe a condamné mardi 22 mars Alexei Navalny à 9 ans de détention dans une colonie aux conditions drastiques, aggravant encore la répression visant le principal opposant au Kremlin en pleine offensive Ukraine. Reportage. L'accès au tribunal est interdit à la presse. Les journalistes doivent suivre l'audience d'Alexei Navalny depuis cet écran. L'opposant russe y apparaît amaigri et sous haute surveillance. Déjà condamné à une peine de 2 ans et demi pour fraude, le militant anticorruption écope désormais de 9 ans de prison de plus, jugé coupable d'escroquerie et d'outrage à magistrat. Alexei Navalny, ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, dénonce un nouveau procès politique. Poutine a peur de la vérité, je l'ai toujours dit. La lutte contre la censure, amener la vérité aux habitants de la Russie, reste notre priorité. Alexei Navalny a été jugé dans un tribunal installé dans la colonie pénitentiaire où il est retenu depuis plus d'1 an. Un procès à huis clos, à plus d'une centaine de kilomètres de Moscou, pour dissuader ses proches et la presse d'y assister. Bien sûr, nous allons faire appel de cette décision. Les dernières déclarations de M. Navalny sont politiques et anti-guerre. C'est un processus judiciaire très particulier, dans un centre pénitentiaire. Ce n'est pas courant. Dès que nous aurons reçu le protocole, nous vous communiquerons ce qu'il a dit lors de l'audience. En pleine interview, les avocats d'Alexei Navalny sont soudainement évacués par la police. Ils sont brièvement arrêtés, sous prétexte de gêner la circulation en parlant aux journalistes. Alexei Navalny, lui, reste derrière les barreaux. La justice russe a demandé à ce qu'il purge sa peine dans une colonie pénitentiaire de régime sévère. Ses conditions de détention devraient donc encore empirer. Pas question pour les Ukrainiens de livrer leur ville aux Russes. Alors la résistance s'organise dans la capitale assiégée. Les volontaires civils se battent à leur manière en aidant les déplacés ou en fournissant de l'équipement aux forces ukrainiennes. France 24. C'est très efficace, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de trou. Un dernier test avant de lancer la production de gilets pare-balles artisanaux. Avant la guerre, Dmitro vendait de la peinture industrielle et employait 70 personnes. Il a mis son entreprise au service de la résistance ukrainienne. Il y a tellement de gens qui ont rejoint des unités de volontaires avec des armes, mais sans gilet pare-balles, sans kit médical. Alors nous essayons de les équiper pour qu'ils puissent gagner cette guerre. Dmitro a mis à l'abri sa femme et ses 2 enfants partis à l'étranger, avant de faire de son entreprise une plateforme logistique au service des combattants et des déplacés. Dans ce hangar, les médicaments collectés sont triés avant d'être distribués. C'est de l'aide humanitaire pour tous ceux qui en ont besoin. Pour Kiev, pour la défense territoriale, les habitants, l'armée ou les hôpitaux. Nous allons dans un endroit géré par une amie. Normalement, c'est une école, mais c'est devenu un centre d'accueil pour les déplacés. Anna est l'une des volontaires qui travaille ici. Son mari est soldat et combat au front. Presque toute son unité a été tuée par les Russes la veille.
Il m'a appelé la nuit dernière et m'a dit qu'ils étaient seulement 4 à avoir survécu. Je ne veux plus entendre ces sirènes. Je veux que les enfants retournent à l'école. Je veux que tout ça s'arrête. La plupart des déplacés qui se réfugient ici viennent d'Irpin et Boutcha, 2 villes dévastées par la guerre, au nord-ouest de Kiev. Il y avait des tirs tout le temps. Grâce à Dieu, notre voiture n'a pas été touchée quand on est sorti de la ville. Mais on était sous les bombardements pendant tout le trajet. Valentina prépare à manger pour les nouveaux déplacés qui arrivent ce soir. Son fils handicapé était à Hostomel lorsque les Russes ont pris la ville et son aéroport près de Kiev. Elle ne sait pas s'il est encore vivant. Quelqu'un m'a dit que sa voiture était toujours là-bas. Je m'en remets à Dieu. Je suis sans nouvelles de lui depuis le 4 mars. La solidarité et l'entraide sont devenues la norme dans la capitale assiégée. Avec la guerre à leur porte, les habitants n'ont plus d'autre choix pour survivre. 4 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau et à la voiture bélier perpétrée par un homme à Beersheva, principale ville du désert de Negev dans le sud de l'Israël. C'est l'un des assauts les plus meurtriers ces dernières années dans le pays. Le Premier ministre Naftali Bennett dénonce un acte terroriste, même s'il n'a pas été revendiqué. France 24. L'attaque meurtrière s'est déroulée à Beersheva, la principale ville du désert du Negev dans le sud d'Israël, en plusieurs endroits successifs. L'assaillant a poignardé une femme, puis a renversé un cycliste avec sa voiture, avant de continuer sa course vers ce centre commercial et de poignarder cette fois un homme et une femme. Les 4 victimes sont décédées. Des civils sur place ont ouvert le feu et neutralisé l'attaquant, qui par la suite a succombé à ses blessures. Les médias israéliens l'ont identifié comme un enseignant bédouin de la ville de Houra, dans le Negev, condamné en 2016 à 4 ans de prison pour ses liens avec l'organisation de l'État islamique. Le clan bédouin Al-Kiyan a condamné l'attaque, la qualifiant d'acte individuel. C'est un clan respectueux des lois et qui a toujours préconisé le vivre ensemble, ajoute le communiqué. Le gouvernement israélien n'a pas tardé à réagir et a qualifié l'attaque d'acte terroriste. L'armée israélienne et les forces de sécurité utiliseront tous les moyens pour prévenir au maximum les actes terroristes. Nous sommes en alerte maximale face à toutes les menaces possibles. Autre réaction, celle du Hamas, mouvement islamiste palestinien armé. Sans revendiquer l'attaque, un porte-parole de l'organisation a indiqué qu'il s'agissait d'une réponse à la politique d'occupation du territoire palestinien. C'est l'un des assauts dans le pays les plus meurtriers ces dernières années. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Restez avec nous tout de suite après la série Suite Magnolia. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.